On veut tous trouver des réponses. Genre savoir quand est-ce qu'on jouera à Half-Life 3, par exemple. Une réponse manquante, c'est comme l'inconnu. Une énigme, une question laissée en suspens. Le vide. Le vide, c'est effrayant. Et le manque d'explication l'est tout autant. La recherche de réponses, quelle que soit la fameuse question, laisse la place à toutes sortes de théories. De la plus extravagante à la plus simple, les théories sont des portes ouvertes à la résolution de ces mystères. Et pour le coup, ces deux-là, ils s'attendaient vraiment pas à ce que ce soit les plus extravagantes des théories qui se révèlent vraies. Dipper est un garçon brillant, très intelligent, sérieux et peu sûr de lui. C'est un enfant qui entre dans ses premières années d'adolescence avec de grosses appréhensions. Il est super tendu, tout le contraire de sa sœur Maple. Rêveuse, probablement pas le plus grand cerveau de l'histoire, mais insouciante et joyeuse. Elle n'a pas envie de grandir. Pourquoi s'inquiéter de l'avenir quand on peut profiter de ces moments où le rêve et les trucs les plus dingues peuvent sortir de ton imagination? On peut dire ce qu'on veut de Maple, même si cette description lui rend peut-être pas justice, elle est pas si naïve que ça. Ensemble, ils forment les jumeaux Pines, à la fois très loin dans leur mentalité et en même temps très proches et soudés. L'une adore rêver, l'autre adore concevoir des théories extravagantes. C'est sur le terrain fantastique qu'ils se retrouvent. Lorsqu'ils sont envoyés en vacances d'été dans la boutique attrape-touristes de leur oncle, le Mystery Shack de Gravity Falls, ils vont découvrir que les histoires fantastiques qu'ils rêvent ne sont pas complètement fausses. Et pire, ils vont découvrir que la destruction du monde et de l'humanité pourrait bien prendre fin dans un cataclysme, prenant racine à Gravity Falls. C'est en faisant la découverte d'un journal énigmatique décrivant les événements magiques de la zone que Dipper et Maple vont débuter leurs recherches. Un livre qui, si on en croit la couverture, n'est pas le seul à renfermer des secrets. Entre légendes urbaines, créatures mythologiques, dinosaures cristallisés et autres personnages de jeux vidéo prenant vie, ils outrepassent les lois de la physique et même de la logique pour découvrir les nouveaux mystères qui entourent la vallée. Et par la même occasion, ils vont essayer de vivre une adolescence lambda, avec une amourette d'été entre un feu de camp et un voyage dans le temps. Je suis pas certain qu'on ait les mêmes vacances d'été. Aujourd'hui, on va parler de l'aventure de deux jumeaux que tout sépare, et pourtant qui vont être rassemblés par leur ingéniosité. Et c'est celle-là même... Arrête. Et c'est celle-là même qui va les sauver, et sauver le monde, d'un être interdimensionnel qui veut absolument tout détruire. Et ça, c'est dans Souvenir à Gravity Falls. Allez Disney, dessine-moi la fin du monde. Souvenir de Gravity Falls, c'est un dessin animé diffusé sur Disney Channel au milieu des années 2010. On nous raconte l'histoire de Maple et Dipper, comme je l'ai dit il y a littéralement 30 secondes. Des jumeaux qui sont envoyés chez leur oncle en vacances. Ils découvriront le musée des mystères et surtout tous les phénomènes étranges qui se produisent dans la contrée. Gravity Falls, c'est vraiment bien. Bon bah voilà, j'ai plus rien à dire de plus. Si on oublie les Casper et autres trucs type l'île du crâne, Gravity Falls, en tant qu'enfant, est une véritable ouverture à l'absurde horrifique. J'invente peut-être un terme, je suis soit un génie, soit un débile. Dites-le moi en commentaire. Des dessins animés pour enfants qui flirtent avec l'horreur, c'est courant. Scooby-Doo a de nombreux épisodes pouvant vraiment marquer les jeunes esprits, mais hormis certains personnages comme Sammy et Scooby, pour amener un peu d'humour, on reste sur une enquête très sérieuse. Gravity Falls, de son côté, n'a pas vraiment de côté sérieux. Souvent, les tensions horrifiques sont rapidement tournées en dérision, et on se moque de cette frayeur qui avait pu grandir pour désamorcer cette tension. Je pense par exemple au gnome au tout début de la série, je crois que ça doit être dans l'épisode 1 ou 2, où il y a un énorme monstre qui apparaît, qui est en fin de compte formé de plein de petits gnomes. C'est le Megazord des gnomes. Vous voyez le Megazord ? C'est le truc des Power Rangers quand ils... Ouais, on s'en fout. Et pour le coup, en plus d'être formé de plein de petits gnomes, ce truc géant, il perd tout en crédibilité quand on voit un gnome vomir un arc-en-ciel. C'est probablement l'image la plus connue de Gravity Falls. Avec ce vomi, il perd toute crédibilité, et alors le spectateur se rend compte que ce n'est pas vraiment une source de danger. Cette absurdité dans les événements horrifiques fait vraiment la différence. En plus, la série a tout de même un style graphique bien à elle, qui se démarque en un coup d'œil. Dans la construction visuelle de ces personnages, on est à mi-chemin entre les Simpsons et Phineas et Ferb. Faut tellement que je fasse un dessine-moi sur Phineas et Ferb.
mais c'est surtout par ses couleurs qu'on reconnaît véritablement son style. Dans Gravity Falls, le choix des couleurs joue un rôle véritablement primordial. Est-ce que c'est le bon terme ? Ouais, je vais dire primordial. Elle renforce l'ambiance mystérieuse et le côté surnaturel de la série. Les teintes sombres et les nuances de bleu profond créent une atmosphère intrigante, tandis que l'utilisation des couleurs vives accentue les éléments magiques. Le choix chromatique influence fortement notre perception émotionnelle et narrative de l'œuvre. Les lieux dangereux sont sombres et ternes, mais nos personnages restent lumineux et colorés. On le retrouve aussi dans la personnalité des personnages. Maple, optimiste et joyeuse et toujours pleine de vie, arbore souvent des couleurs très roses. Là où Dipper est plus sobre, moins brillant. En fait, c'est un peu comme le cochon. Le cochon dans Gravity Falls, il est rose. Comme souvent sont les cochons. Mais du coup, c'est surtout pour appuyer le côté comique du personnage et de ses apparitions à chaque fois. C'est un peu le Patrick dans Bob l'éponge. Bref. Et tant qu'on parle de Patrick, on peut aussi parler de celui de Gravity Falls. Mousse, c'est le Patrick, la bonne poire, le running gag qui pourra jamais lasser personne. C'est un gars secondaire qui suit le mouvement et qui, comme Homer Simpson, fait des remarques mignonnes et enfantines. Ouais, y a pas le côté poivreau de Homer Simpson dans ce personnage. Mais vous me suivez. Pour ajouter de la complexité à son design et en même temps pour appuyer sur l'aspect mystique de la région, on remarque beaucoup de formes géométriques dans les décors. Des triangles, essentiellement, sur les fenêtres, les tapis et même les dessins sur les murs, et j'en passe. Ce sont des choses très simples qui viennent ajouter une autre dimension à l'œuvre, non seulement en ajoutant du détail dans les dessins, mais en plus en gardant un peu ce côté mystérieux. Et les triangles, c'est aussi un foreshadowing, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, j'ai parlé du style, de l'humour, des personnages. Ouais, il reste une toute dernière chose super importante, dont il faut obligatoirement que je vous parle, c'est ça. Je pense qu'on n'a jamais eu affaire à une meilleure musique de générique dans un dessin animé. Et le premier qui me répond Code Lyoko ou Foot de rue, je le frappe, sans hésitation. À peine l'intro de l'épisode lancé, que notre attention est happée par ces énigmes. Le jeu d'ombre sur ce grand bonhomme, cette girouette Watt qui n'a pas de sens, et en même temps, le temps qui passe, les journées qui s'écoulent, les flashs du monstre. Je vous jure, j'ai envie de faire pause 12 fois et de faire des fonds d'écran de ce générique. Je crois que je le dis dans tous les dessins-moi. Si je le faisais, j'aurais énormément de fonds d'écran. Souvenir de Gravity Falls est une œuvre bien particulière. Même si, au premier abord, elle n'en a pas l'air, son atmosphère et ses énigmes nous captent et nous poussent à découvrir ce que peut bien cacher cette région. Mais peut-être que cette histoire cache réellement quelque chose. Et si Souvenir de Gravity Falls était bien plus qu'un dessin animé ? Et si les mystères et les énigmes qui entourent cette série et sa réalité débordaient au point de toucher la nôtre ? Peut-être que certains mystères ont dépassé les limites de l'imagination. Gravity Falls, c'est vraiment bien, drôle et intriguant. Même si la série n'a que 2 saisons, elle a réussi à réunir une grande communauté de fans autour de son univers. Des fans qui ont même été mis au défi. Parce que le plus grand mystère de Gravity Falls a réellement débuté à la fin de son dernier épisode. Ok, c'est le moment où je prends un ton sérieux et énigmatique. Lui, c'est Alex Hirsch. Non, plus énigmatique. Lui, c'est Alex Hirsch. Alex, c'est un créatif. Un gars qui a plein d'idées. Pour dire, à la fac, il avait un défi avec un ami, d'écrire 5 pitchs de série par jour, jusqu'à ce que l'un d'eux perde et doive écrire un pilote complet. On n'a pas le même genre de délire. D'ailleurs, c'est de là qu'a émergé l'idée de Gravity Falls. Alex, après avoir créé 2 saisons de son histoire, avait une seule peur, faire une fin banale, oubliable, en bref, rater le point culminant de son récit. Et on le comprend, il y a beaucoup de séries qui se sont ratées là-dessus, Lost, Game of Thrones, et j'en passe. Alors pour aller plus loin que ça, Alex a décidé de devenir le Gold Rogers de sa génération, en créant une chasse au trésor mondiale. Rien que ça. Ok, vous avez peut-être pas compris ce que vous avez vu, je vais vous expliquer. Dans les derniers instants de sa vie, Gravity Falls a pris une tournure particulièrement étrange, même venant d'elle. Mais juste avant de pouvoir aller plus loin, je suis obligé de vous parler de Bill Cipher. Bill Cipher, c'est un personnage très étrange. Déjà parce qu'il s'agit littéralement d'un triangle jaune avec un œil au milieu. C'était ça le foreshadowing des triangles dans les murs et tout ça. Ensuite, parce qu'il a des super pouvoirs vraiment spéciaux
et que c'est un gros déconneur. Mais pas du genre à faire rire, plus du genre à créer des problèmes. L'histoire de Bill est liée à Gravity Falls et à ses mystères. Il a été emprisonné dans une dimension étrange jusqu'à ce qu'il soit accidentellement libéré. Une grande partie de sa motivation réside dans le désir de fusionner les dimensions et de provoquer le chaos pour prendre le contrôle total de la réalité. La bonne ambiance. L'importance de Bill dans la série réside dans son rôle de manipulateur principal des événements. Il est impliqué dans tous les mystères de Gravity Falls et sa présence annonce souvent des développements majeurs. Les efforts de Dipper et Maple pour déchiffrer les mystères de la ville les conduisent à se confronter à Bill Cipher dans un affrontement colossal entre le bien et le mal. Un apocalypse très bizarre, et pour reprendre le mot exact qui est utilisé comme nom des derniers épisodes, c'est un Weird Mageddon. Et j'adore ce nom. La confrontation avec Bill constitue un point culminant de l'intrigue et son impact sur l'histoire de Gravity Falls est mémorable pour les fans de la série. En gros, Bill Cipher parle d'une manière bizarre, il aime dire des trucs bizarres, il est le grand méchant de l'histoire et il essaie de faire des tours à tous les amis de Dipper et Maple. Les jumeaux doivent découvrir comment l'arrêter pour protéger leur ville. Maintenant que vous comprenez le personnage, il est temps que je vous parle des tout derniers instants de Gravity Falls. Alors que Bill, l'être pyramidal interdimensionnel, est détruit, et que nos personnages retournent à leur vie normale, et surtout pendant que nous, spectateurs, on fait un dernier adieu assez émouvant à nos personnages favoris, une image, très vive, vient troubler le calme s'installant. Vous l'avez peut-être pas vu dans l'extrait que j'ai mis tout à l'heure, donc je vous la remets au ralenti. Une simple image. Voilà la première pièce d'un gigantesque puzzle. La première chose qui saute aux yeux dans cette image, c'est son réalisme. Et c'est bien ce qui trouble les fans. Comme si la destruction de Bill l'avait transformé en statue dans notre univers. Alors forcément, les fans de Gravity Falls, ils ont été habitués à quelque chose, c'est-à-dire que tout au long de la série, il y a des messages cachés, des codes un peu partout, et donc ils ont l'habitude d'aller chercher et d'aller comprendre ces messages cachés, notamment avec plein de sortes de codes un peu particuliers. Donc là, quand on leur montre une petite image d'une statue qui semble très réelle, ils sont obligés d'aller enquêter. Et à force d'enquêter, ils n'ont pas été déçus. Les premières pistes de cette énigme apparaissent quelques secondes avant la vision de la statue. Tout d'abord, des symboles et des messages cachés dans le générique, mais surtout, sur le tout dernier plan, il y a un détail qui marque certains spectateurs. Sachez que chaque épisode contient des petits messages cachés pour le spectateur, mais dans cet épisode-là, seules ces lettres ont un rapport avec notre énigme. Une suite de lettres qui n'a a priori aucun sens si on connaît pas le principe du chiffre de Wigner. Bon, pour le coup, c'est un truc vraiment compliqué. Et heureusement, j'ai trouvé la personne parfaite pour vous l'expliquer. Salut à tous, moi c'est Florian, vous me connaissez sûrement pour ma chaîne YouTube Les Reliques du Cinéma, mais également pour mes interventions mémorables lors des pyjama parties. Tu sais, le mec c'est le Grizzly de la Russie. Mais il faut savoir que j'ai aussi une passion dévorante pour les énigmes, les escape games et les codes secrets. Donc effectivement, je pense être pas mal placé pour vous expliquer un petit peu tout ça. Le chiffre de Wigner fait partie de la grande famille des chiffrements par substitution, c'est-à-dire qu'on remplace chaque lettre du message par un symbole, un chiffre ou une autre lettre. Et on dit que Wigner peut être polyalphabétique car une lettre peut être remplacée par plusieurs autres. Et ce type de chiffrement implique forcément la notion de clé, qui peut être soit un mot, une phrase, ou pourquoi pas un roman tout entier. Et en utilisant la table de Wigner, qui est un tableau à double entrée qui sert de mémo, eh bien on peut cacher n'importe quel message, si tant est que les deux interlocuteurs utilisent la même clé. Par exemple, pour crypter le mot baguette, si on utilise le mot biroute comme clé, ça va nous donner ceci. Alors que si on utilise le mot tarte aux pommes, ça va plutôt nous donner ceci. D'où l'importance d'utiliser la même clé. Merci beaucoup Flo. Reste pas loin, on va peut-être avoir encore besoin de toi. On sait que la suite de lettres peut être décodée grâce à un chiffre de Wigner, sauf que personne connaît la clé. Enfin, en tout cas, y a rien dans la série qui semble correspondre à la clé pour décoder le message. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réussi à traduire le message. La mauvaise, c'est que moi, pour le coup, j'ai pas trouvé la clé. Mais voilà le résultat. Hidden deep within the wood, a buried treasure waits. Secrets lost and statues found beyond the rusty gates. L'accent anglais, vous m'en direz des nouvelles. Bon, en gros, ça dit caché profondément, dans les bois, un trésor enterré à temps. Secret perdu et statue trouvée, au-delà des portes rouillées. Une bonne prophétie. Tout semble indiquer que cette statue existe, quelque part, et qu'enterrée à ses pieds,
se cache un trésor. Sauf qu'à partir de là... Plus rien. Du tout. Qu'une idée. Alors plus aucune piste. La galère quoi. Il a fallu attendre plusieurs mois avant que la prophétie prenne tout son sens. C'est avec ce tweet que Alex annonce officiellement le lancement de ce qu'il appellera la Cypher Hunt. Bon, pour le coup, son tweet, ça veut simplement dire que le jeu commence avec un hashtag un peu chelou. Mais l'important, c'est pas le message, c'est l'image qui va avec. Voilà, ce truc est probablement la chasse au trésor la plus ambitieuse de l'histoire. Bon, on va y aller dans l'ordre. Ce dessin indique clairement que la statue est bel et bien réelle. Donc l'image du générique et la prophétie se concrétisent. Comme la plupart des énigmes de cette image, le hashtag du texte d'Alex peut être résolu grâce au code César. Flo, le code César rapidement ? Alors celui-là va être beaucoup plus simple que la table de Wigner car il est mono-alphabétique, c'est-à-dire que une lettre correspond à un symbole, un chiffre ou une autre lettre. Et pour la petite histoire, ce code date de l'Antiquité, lorsque Jules César voulait faire passer des petits messages secrets à ses petits copains. Et la technique est très simple, il suffit de décaler les lettres un certain nombre de fois dans l'alphabet. Jules César avait l'habitude de décaler de 3 par exemple, mais ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction de la clé que vous voulez utiliser. Si la clé est de 3, alors le A devient un D, le B devient un E, le C devient un F, et ainsi de suite. Par exemple, si on a envie de crypter le mot fion avec un César 3, eh ben ça va nous donner ceci. Tout simplement. Merci beaucoup pour cette explication, c'était très clair. Abonnez-vous à sa chaîne. Les fans de Gravity Falls savent que beaucoup d'énigmes de la série peuvent se résoudre avec le code César en reculant simplement de 3 lettres. En faisant pareil avec le fameux hashtag, on se retrouve avec le mot Cypher Hunt. Je vais pas rentrer dans les détails à chaque fois par contre, parce que je pense pas que vous avez 2 heures à tuer avec cette vidéo. En traduisant les grands pavés avec les codes César, on découvre des grands pavés pas forcément utiles. Mais si on garde uniquement les lettres indiquées en rouge, ressort un mot, Russia. Et étonnamment, un internaute... Waouh, j'ai dit internaute ? On utilise encore ce genre de mot ? Un gars a publié un message sur le Reddit de la chasse en disant « Eh ben, croyez-le ou non, mais l'arc de cercle au milieu de l'image, il ressemble étrangement au plan de la cathédrale à côté de chez moi, à Saint-Pétersbourg, en Russie. » Alors, me demandez pas comment il connaît le plan de la cathédrale vue du ciel qui est à côté de chez lui. Je sais même pas faire un plan de mon appartement de tête. Donc forcément, on a une piste. Donc on prend un billet et on fonce rendre visite à la bonne vieille mère patrie de Vladimir. Ou alors on attend qu'il y ait un gars là-bas qui le fasse lui-même et qui poste une photo sur Twitter. C'est beaucoup moins marrant, mais c'est beaucoup moins cher. Et voilà le travail. Ce premier mystère s'est vite résolu et on obtient un autre texte à décrypter avec notre code César. Pour éviter de vous le dire en anglais, voilà la traduction. Enfin la chasse peut commencer. Changez vos roubles en yens, tournez à gauche quand vous serez à la porte du sanctuaire, quand vous verrez la statue, tournez à gauche une nouvelle fois, dans le coin le plus à gauche à l'arrière, se trouve l'info que tu cherches. Une épée et un croissant marquent l'indice. La statue de Cypher t'appelle. Rien que ça. Même le père Fouras fait pas des énigmes aussi compliquées. Bon, d'abord, changez vos roubles en yens. C'est pas trop compliqué. Les roubles, c'est la monnaie de la Russie. Les yens, c'est la monnaie du Japon. Maintenant, on sait qu'on doit trouver une porte du sanctuaire. On appelle ça des portes Tori. Sauf que, petite question, est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de portes Tori au Japon ? Environ 90 000. Je pense que ça peut être plus simple de trouver une aiguille dans le Sahara. Et le Japon, c'est grand, très grand. Même si sur une carte de loin, ça paraît tout petit. Et malheureusement, on n'a aucun autre indice. Donc on met toutes les équipes de recherche sur le coup. Une équipe d'analystes se penche plus en détail sur l'image. Une autre équipe cherche dans les textes. Mais c'est l'équipe de Stalker qui va trouver. C'est en cherchant dans l'historique des publications d'Alex qu'on va enfin trouver la solution. Parce qu'Alex, il aime bien voyager. Et comme tout le monde, il aime partager ses voyages. Donc, quand un type se rend compte que quelques mois auparavant, il s'est rendu au Japon pour visiter un sanctuaire, on peut en déduire que la prochaine étape, c'est le Kanda Myojin. En suivant le parcours indiqué par l'énigme, on se retrouve face à un grand mur de souhaits. Enfin, c'est des petites plaques en bois où il y a des trucs inscrits dessus. Je sais pas si c'est des souhaits ou quoi, mais il y en a quoi. Et parmi elles, on en trouve une marquée d'une épée et d'un croissant. On reconnaît aussi une suite de lettres illogiques. Alors on ressort notre bon vieux code César, et on est reparti pour un tour. Considère dans ta quête pour la vérité, le chasseur de la fontaine de Jouvence. 400 avant que son nom ne soit écrit, à l'extérieur de la porte est l'endroit où s'est caché
Trouver ce qui est perdu pour réussir l'épreuve, d'un sanctuaire à l'est à un sanctuaire à l'ouest. Ah, on les entend moins, hein, ceux qui disaient que c'était trop facile. Bon, Parlons histoire et légende. la fontaine de Jouvence. Si vous connaissez Pirates des Caraïbes, vous connaissez la fontaine de Jouvence. Une fontaine dont l'eau est censée offrir une jeunesse éternelle. Le chasseur de celle-ci est celui qui est à l'origine du mythe. On raconte que Juan Ponce de León, conquistador espagnol, a pris la mer à la recherche de cette mystique eau. Dans son parcours, il fut le premier à mettre un pied en Floride et il a organisé le premier spring break. Pas du tout. Tout ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est le nom du type. Et c'est après de longues recherches sur Google Maps que tout s'aligne. Si l'on cherchait le 400 Ponce de León sur la carte, on tombe sur une adresse au cœur d'Atlanta, en Géorgie. Alors après la Russie et le Japon, on reprend un billet d'avion, et cette fois-ci, on se rend en Géorgie, en Amérique. Ouais, pas le pays, la Géorgie, l'état de la Géorgie. Pour ceux qui se demandent comment on sait que c'est le bon endroit, regardez bien la carte. Tout d'abord, c'est un temple, un sanctuaire. De plus, il se trouve précisément au croisement de l'avenue Ponce de León et de Hunt Street, juste à côté de la rue Durant Pine. Et Pine, c'est le nom de famille des personnages principaux de Gravity Falls. Je rappelle que là, on est toujours parti d'un dessin animé. Et on se retrouve au fin fond des États-Unis. Alors encore une fois, on fait appel à nos envoyés spéciaux en Géorgie qui vont trouver la solution. Parce qu'on a toujours la flemme et ça coûte toujours super cher un billet d'avion. L'équipe a découvert un avis de recherche qui semblait perdu et surtout sans aucun sens dans son contenu. Sur celui-ci, un numéro de téléphone, donc forcément, on appelle. Et on n'appelle pas n'importe qui. On se retrouve au téléphone avec l'oncle Stan, le personnage emblématique de la série. Il nous raconte une nouvelle devinette. En fait, il essaie de raconter une devinette, mais il se rate. Et vu que il a la flemme, il nous donne l'indice. L'indice, c'est Ocre courte. Ça. Ouais, c'est... Prononcez-le comme vous voulez. Bon, ça commence à être un peu long, donc je vais accélérer sur tout ça. D'abord, on va à New York, sauf qu'en fait, il s'est passé des trucs qui fait que l'immeuble, en fait, est plus accessible. Donc on nous donne le résultat de l'indice. Ensuite, on se retrouve au Griffith Park, à Los Angeles. On retraverse les États-Unis. Puis, on va dans un genre de truc qui ressemble au Centre National des Francs-Maçons. Parce que, vu du ciel, ça ressemble au logo des francs-maçons. À un moment donné, il y a un type qui a donné une clé USB avec des enregistrements et une adresse avec une boîte postale. On va dans la boîte postale, on récupère un puzzle qui représente Bill. On le fait avec tout plein de fans. Je crois qu'il y a même un moment donné où il y a des gens qui ont trouvé des coordonnées qui étaient taguées sur un mur. Et c'était les coordonnées d'un point au centre du triangle des Bermudes. Mais on n'y est pas allé jusque-là. Parce qu'il y a eu un autre retournement de situation qui fait que il y a une équipe qui a trouvé un cryptex à un moment, au milieu de nulle part. C'est le truc dans Da Vinci Code. Voilà. Et après avoir galéré sur le puzzle, les chercheurs sont invités à rejoindre Portland. Et enfin, on touche au but. L'enquête va les mener dans une forêt de l'Oregon, puis dans une zone appelée Confusion Hill, un endroit qui a inspiré la création du Mystery Shack dans le dessin animé. Là-bas, ils vont découvrir que l'image d'origine de la chasse, c'est ça qui va leur indiquer leur dernière destination. Et pour ça, Alex va leur donner un tout dernier indice. Un jeu d'arcade de légende urbaine donne le nom correct de la méthode. Mathématiquement, les lettres cachées, les branches et les nœuds, qu'importe le sens. Ça ne veut rien dire. Bon, c'est la dernière devinette. Ici, la première ligne mentionne un jeu d'arcade, et celui qui fonctionne le mieux avec le reste, c'est Polybus. La légende raconte que le gouvernement aurait créé le jeu dans le cadre d'une expérience psychologique. C'est une histoire assez intéressante, je vais peut-être la garder sous le coude pour une prochaine vidéo. Le lien ici, c'est la nouvelle technique qui résout cette énigme, le carré de Polybe, ou Polybus en anglais. Alors, est-ce que Flo, t'aurais une explication pour nous? Évidemment que t'as une explication pour nous. J'ai une explication à tout, même cette petite douleur aux fesses qui m'a réveillé ce matin, mais c'est pas vraiment le sujet. Le carré de Polybe est une méthode de chiffrement par substitution qui nous vient d'un général grec qui vivait entre 200 et 155 avant Jésus-Christ. Évidemment, lui, il utilisait l'alphabet grec, alors que nous, on va quand même rester sur l'alphabet latin pour cette explication. Comme son nom l'indique, le carré de Polybe est un carré de 5 par 5 que l'on va remplir avec les 26 lettres de l'alphabet. Alors 26, pas vraiment, parce que si vous êtes un petit peu doué en calcul, vous savez que 5 x 5, ça nous donne 25 cases disponibles. Donc pour que tout puisse rentrer, on va simplement supprimer le J et on utilisera le I si jamais on en a besoin.
On numérote ensuite les lignes et les colonnes, ce qui fait que chaque lettre de l'alphabet se voit attribuer 2 chiffres. Ce qui nous donne par exemple 1,4 pour B, 2,4 pour I, 4,4 pour T, 1,5 pour E, et ensuite vous êtes libre de supprimer le tiret entre chaque chiffre. L'intérêt de ce code, c'est que la clé est facile à retenir, mais également facile à faire varier. Par exemple, on pourrait très bien décaler les lettres dans les cases, histoire que ce soit un petit peu moins évident, ou à la place des chiffres, on pourrait mettre, je ne sais pas, des symboles ou des dessins qui, en les associant, vont nous donner les bonnes lettres qu'on cherche. Comme par exemple, je sais pas, un arbre avec des pommes, ça va nous donner un H, alors qu'un arbre avec des tout petits oiseaux tout mignons, eh bien, ça sera un S. Merci. Donc, on compte le nombre de trous et de branches avec des feuilles, on remet tout dans l'ordre, on essaie de trouver une combinaison qui se répète, et on finit par trouver Reedsport, Oregon. Je vous jure que j'ai survolé tout ça, mais c'est super intéressant et super long. Je vous invite à aller rechercher par vous-même toutes les étapes et à essayer de les résoudre, parce que c'est un vrai casse-tête qui est extraordinaire. Et après plusieurs mois de recherche, une jeune femme a finalement trouvé la statue, a fouillé à son pied, et a trouvé une quantité d'objets incroyables, en plus de devenir la nouvelle mère de Gravity Falls. Et c'est ainsi que cette aventure a pris fin. On pourrait se dire tout ça pour ça, mais quand même. La Cypher Hunt fut vraiment mémorable. Gravity Falls est une excellente série animée, mais la dimension que cette chasse au trésor lui a donnée est bien plus grande qu'un simple programme pour enfants. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on se dit qu'il y a un gars qui a failli tout ruiner. Un jour, un type se baladait au hasard dans la forêt et a vu la statue. Logique, il s'est dit qu'un truc devait être enterré au pied, alors il a fouillé et a trouvé le trésor. Mais plutôt que de le crier sur tous les toits, il a pris la clé USB, qui était dedans, et il a ajouté un lien vers son compte Twitter. Le gars connaît l'ordre de ses priorités, il se fait sa propre com. Bon, pour le coup, il a été retrouvé par Alex, un peu avant le début de la chasse, et il a réussi à le persuader de rien dire. Persuader, on connaît pas les détails de la conversation. Avec un monde mystique, des personnages attachants, un cochon vraiment trop mignon, et de réelles énigmes, Souvenir de Gravity Falls est parvenu à non seulement acquérir une grande communauté de fans, mais en plus à rester dans les mémoires de beaucoup, en très peu de temps. Je vous jure que le moi de 14 ans était vraiment super fan et a adhéré au délire en même pas 2 épisodes. De plus, sans être particulièrement complexe, elle réussit à transmettre de vrais messages. J'avoue que de mon côté, ce que j'ai le plus adoré, c'est les références. Entre les clins d'œil à Street Fighter et à Donkey Kong, à SOS Fantôme et j'en passe, on nous propose des références subtiles qui sont pas vraiment appuyées, mais compréhensibles de tous ceux qui pourraient l'avoir. En fin de compte, la Cypher Hunt a apporté une dimension réelle à l'univers fantastique de Gravity Falls, transformant l'aventure des jumeaux Pines en une chasse au trésor mondiale captivante. Cette expérience a démontré l'impact durable et la profondeur que peut avoir une œuvre de fiction, même après sa conclusion. La série, avec son mélange unique d'humour, de mystère et de références, a su séduire un large public, transcendant les frontières de l'âge. Mais au-delà des énigmes, ce qui reste le plus mémorable dans Gravity Falls, c'est la relation entre les personnages principaux, Dipper et Maple. Ces jumeaux, malgré leurs différences, ont montré la force de leur connexion. Et si c'est fort, c'est parce que Alex s'est inspiré de sa propre relation avec sa sœur jumelle. Leur complémentarité, entre la logique de Dipper et l'optimisme de Maple, a ajouté une dimension émotionnelle à l'histoire, renforçant ses propos. La fin de Gravity Falls et la résolution de l'énigme de la Cypher Hunt a laissé un sentiment d'accomplissement et de clôture, tout en laissant une touche de mystère persistante. Elle symbolise la fin d'une aventure incroyable, où la recherche de réponses a conduit à la découverte de quelque chose de bien plus grand que prévu. En fin de compte, cette chasse au trésor a renforcé l'idée que parfois, la quête elle-même est aussi importante que la réponse. Finalement, Alex a réussi à surmonter sa peur, et à finir son œuvre de la manière la plus extraordinaire qui soit. Et même si on en a vu de toutes les couleurs, que la statue de Bill Cipher nous a fait parcourir le monde, et que les jumeaux Pines sont finalement rentrés chez eux à la fin des vacances, elle était drôlement bizarre, cette fin du monde. Merci beaucoup à Flo, des Reliques du Cinéma, qui a accepté de nous expliquer toutes les manières de résoudre les codes. C'était super complexe à comprendre et il a été d'une très grande aide. Alors merci à lui, pensez à aller vous abonner. J'ai mis son lien dans la description et je vais mettre son image quelque part.